Bon, eh ben, bonjour à tous et bienvenue à cette revue de sprint 57 qu'on a intitulée Avec Counter 5, on moissonne au printemps. Parce que là, on est dans la pleine période de moissonnage des rapports sushi, sauf que comme vous le voyez sur le GIF animé, quand on moissonne au printemps, ça ressemble plutôt à de l'ensilage, comme nous l'a fait remarquer Claire François quand elle a vu notre présentation. Voilà, donc tu peux passer au suivant. Merci. Le sommaire habituel. Donc aujourd'hui, on va mettre Readmetrics en premier parce que Thomas va nous en parler et après, il nous quittera. On a avancé sur Readmetrics, essentiellement au niveau des présentations. Il vous parlera de quoi il s'agit. En termes de communication, il y a eu pas mal de webinaires avec Frédéric, hein, il en parlera aussi. En particulier, en ce qui concerne la première vague de moissonnage, donc présenter le rapport, etc., qu'est-ce qu'il en était. On a été sélectionné pour présenter un poster à la baisse. Et donc c'est Xavier qui va nous en parler. Au niveau analogiste, les choses habituelles, bon, des métriques, la journée parseur, l'OCLC qui continue à écrire et améliorer des parseurs, et puis un point en interne, on a intégré les plateformes Omeka et Doranum. En particulier, on a bien avancé sur Omeka. Au niveau de la production, pareil, hein, on a bien avancé, on a bien collaboré aussi, surtout du côté Omeka en interne, je le disais à l'instant. Et puis, on a eu plusieurs patchs à appliquer sur EasyMesure, donc des mises en prod successives pour tenir compte des particularités qu'on rencontrait pour pouvoir faire le moissonnage suite à la première vague. Il y aura une section aussi où Léo, enfin plutôt Xavier parce que Léo n'est pas là, il va nous parler de EZMeta, mais en particulier de EasyHLM, où ils ont bien avancé dans l'automatisation de l'alimentation de EasyHLM. Dans EasyMesure, on a travaillé aussi. Léo a travaillé sur une fonctionnalité très intéressante qui consiste à pouvoir recevoir des mails automatiques, aussi bien du point de vue des correspondants que nous au niveau administration de EasyMesure. Vous verrez de quoi elle retourne. Il y a eu cette création d'espace Omeka avec les tableaux de bord que nous présentera Frédéric. Et puis on terminera par EasyCounter, où je vous expliquerai comment se déroule une vague de moissonnage. On a fait la première vague, on a commencé la deuxième vague, comment vous pouvez accéder aux informations de moissonnage, et puis les premiers retours qu'on a pu avoir puisqu'on a eu une réunion avec ceux qui avaient participé à la première vague. Voilà. Et Frédéric, je te laisse... non, c'est Thomas, pardon, je te laisse poursuivre. Et oui, aujourd'hui tout est sens dessus-dessous. Je vous parle d'une présentation qu'on a faite au webinaire européen iColc. Donc l'iColc, c'est le consortium des consortiums. C'est une occasion biannuelle qu'on a de se retrouver une fois aux États-Unis, une fois généralement en Europe, par an. Et puis entre ces deux rendez-vous internationaux, on a des rendez-vous en ligne plus réguliers, et notamment le rendez-vous webinaire mensuel qui est co-organisé par Patrick Pfeiffer et Pim Slot pour le Luxembourg et le consortium des Pays-Bas. Et le thème du webinaire de cette semaine, là, c'était mardi, je crois, était de faire un point sur les outils de gestion des stades d'usage consortial. Ça a été l'occasion aussi de faire un point sur Counter 5. La nouvelle directrice du projet Counter, qui s'appelle Tasha Melins-Cohen, est venue nous présenter les avancées en cours sur Counter 5. Donc pour l'instant, on est en Counter 5.0.2. Ce qui s'annonce dans les prochains mois, c'est une version 5.1 de Counter avec des additions assez intéressantes. Et Patrick a profité de cette occasion, Patrick Pfeiffer, notre collègue du Luxembourg, a profité de cette occasion pour nous commander la vidéo là que vous voyez se dérouler à l'écran, qui est une démonstration de ce à quoi on aimerait arriver en termes de stade d'usage, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des stats globales, complètes, que ce soit de l'open access mais aussi du payant, placées
sur une carte, enfin pas forcément placé sur une carte comme on le voit, c'est juste l'intérêt de le voir se dérouler graphiquement. Ça permet à tout le monde de comprendre d'un seul coup de quoi il s'agit. Mais l'idée qui est derrière ça, c'est de s'organiser collectivement pour être en mesure, en capacité d'avoir accès à des données qui permettraient une visualisation de ce genre. Et ce qui permettrait une visualisation de ce genre, c'est d'avoir des statistiques counter à l'échelle de la ressource consultée, c'est-à-dire pas à l'échelle du titre de périodique ou du titre d'ouvrage, mais réellement de la ressource, c'est-à-dire par exemple pour une revue, l'article, de pouvoir l'avoir pour tous les éditeurs conformes à Counter, de pouvoir l'avoir sur des zones géographiques étendues, en étant bien sûr dans le cadre strict de la RGPD, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des IP individuels, on a juste besoin d'avoir des informations géographiques à l'échelle d'une région, par exemple, sachant que les régions qui sont proposées par la norme ISO sont des grandes régions. On parle de régions comme le Québec au Canada, par exemple. Mais cette proposition-là, cette carte animée, permet de demander, enfin de commencer à discuter avec les éditeurs en leur disant voilà ce vers quoi on aimerait aller, quoi. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir des informations plus seulement à l'échelle d'une institution et à l'échelle d'un titre de revue, mais d'avoir des informations beaucoup plus granulaires en termes de ressources consultées. Donc on parle de rapports de type item au lieu de parler de rapports de type titre. Quelques éditeurs ont commencé à fournir des rapports de type item. Je pense qu'il en sera bientôt question dans Easy Counter. Et puis on verra un peu ce qu'on peut faire avec. Mais là, l'idée, c'est de pousser vraiment le code counter jusqu'au moment où ces rapports-là de type item deviennent obligatoires et qu'on a un endroit euh, considéré comme neutre où on peut collecter ces données, qui soit par exemple une carte partagée, mais aussi un dépôt européen, voire international. Donc tout ça, c'est des discussions qui s'amorcent et qui s'annoncent très intéressantes pour la suite. J'en dis pas plus, sauf si vous avez des questions, mais il en sera, je pense qu'il en sera de nouveaux questions dans les prochains mois et puis dans nos groupes de travail respectifs. Je m'excuse par avance de devoir vous quitter un peu plus tôt que d'habitude ce matin et je vous souhaite Souci. une bonne fin de revue à tous et à toutes. Merci Thomas. On va continuer la partie communication. Donc, au niveau des webinaires, Dominique en a parlé dans le sommaire. Donc, on a organisé des webinaires pour aider donc nos collègues à saisir donc les identifiants sushi dans le formulaire EasyMesure. Ces webinaires ont eu lieu donc en avril et mai, on en a fait 6 et on avait 53 participants. Donc, cette phase de saisie des identifiants, pour l'instant, elle est terminée, mais on la reprendra à partir du moment où on aura eh bien, plusieurs établissements qui se seront inscrits par la suite. Je continue. Voilà, donc on a organisé aussi, donc, suite à la première vague de moissonnage, donc le moissonnage que Dominique a mis en place après donc, la session des identifiants sushi, on a présenté donc, le tableau de bord générique Counter 5 aux établissements pilotes. Donc aux établissements, il y avait 14 participants. Et ce tableau Counter, donc, il a été présenté lors d'un webinaire. Donc, ce tableau, il a été conçu avec Xavier. Donc, je pense que c'est un tableau qui permet d'avoir une vision très large au niveau donc, des rapports les plus utilisés sont le rapport TR. Et donc, on est en train aussi donc, de travailler sur d'autres types de rapports, notamment les DR et les PR. Suite à ça, on a fait un nouveau webinaire 15 jours après pour faire le retour donc, des utilisateurs de la première vague. Donc, on a fait ce webinaire aussi avec Xavier et Dominique. Et puis, en plus donc, des retours qui étaient très positifs, Dominique a présenté en avant-première donc ce qu'il va vous présenter aujourd'hui à la revue, donc comment se déroule la phase de moissonnage, qui est une phase vraiment très, très importante et très complexe. Et puis, Xavier aussi en a profité pour montrer des tableaux expérimentaux
tantôt, sur donc les attributs donc, qui sont disponibles ou pas disponibles suite au moissonnage. Donc, c'est vraiment des tableaux qui sont intéressants. Et donc, on a eu un retour de notre collègue Agnès de l'Institut Pasteur et aussi de Jacqueline Gillet de l'INRIA. Dans le blog, donc, vous avez pu maintenant suivre la matrice de compatibilité justement qui permet de connaître ce qui est saisi au niveau de tous les établissements partenaires d'EasyMesure. Ça vous permet, ça vous donne une aide pour savoir si vous-même, dans la saisie de vos identifiants, vous avez eu des soucis, si vous avez peut-être fait une erreur dans les 3 identifiants qui sont demandés pendant ce formulaire. Donc, ça vous donne une aide sur l'intégralité des points d'accès qui ont été saisis et cette matrice est mise à jour au moins 2 fois par semaine. Voilà. Et puis un article donc, sur ce que va évoquer Dominique aujourd'hui, sur comment se déroule la vague de moissonnage, avec en plus des schémas, une petite vidéo explicative. Et puis je vais laisser la parole à Xavier qui va parler justement des journées de la baisse et toujours d'EasyCounter. Merci Fred. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, EasyCounter a candidaté et a été sélectionné pour concourir au prix du meilleur poster lors des journées de la baisse 2022, donc 21 et 22 juin à Montpellier. Je précise que le poster est en cours de maquettage, donc nous ne ferons aucune révélation en avant-première. Aucune. Donc n'essayez pas. Cependant, donc j'ai la chance de représenter l'équipe lors de cet événement et si vous aussi, vous êtes de passage par Montpellier pour cet événement, eh bien je vous donne rendez-vous pour échanger de visu, que ce soit de EasyCounter ou de toute autre solution développée par l'équipe. Voilà, je ferai dans la mesure du possible pour répondre à vos questions et voilà, ce sera surtout l'occasion de faire de plus ample connaissance. Voilà, à tout à l'heure. Merci Xavier. Eh bien, on va passer à la partie analogiste de la Sprint Review, donc avec des chiffres. 514 parseurs qui sont intégrés dans EasyParse. On en a rajouté 17 de plus pendant le sprint, puisque, on va en parler tout de suite après, on a intégré donc des parseurs de l'OCLC. Donc, on a 221 parseurs qui sont utilisés par les établissements de l'ESR. On va voir les chiffres EasyMesure. Donc, les chiffres EasyMesure, on a 31 millions d'accès qui sont chargés dans EasyMesure depuis le 1er janvier jusqu'au 30 avril. On a les plateformes qui génèrent le plus d'événements de consultation sont Cyberlibris, Kern, NCBA, Dalos, Sciences Direct et Europress. Voilà pour les chiffres EasyMesure. Pour la journée parseur qui s'est déroulée donc début mai. On a travaillé sur des plateformes nouvelles qui ont été analysées par nos collègues du CHU de Lyon, notamment pour les revues Le Monde et puis Le Progrès. On a travaillé sur la nouvelle plateforme PNAS qui a quitté iWire pour avoir sa propre plateforme de type Atipon, avec là, pour le coup, un avantage pour les événements de consultation dans EasyParse, c'est la présence du DOI dans l'URL. Donc, comme vous savez, avec le DOI, on interroge Crossref ou ZNPWall et on obtient donc toutes les métadonnées et aussi les données d'Open Access. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette plateforme maintenant sous ce format. On a rajouté des searches pour nos amis de l'Université de Paris sur Sciences Direct, sur Legal News, Numilog, Europress. Voilà donc ce qui a été fait pendant cette journée parseur et c'est Léo qui a mis à jour les parseurs. Léo et Yannick ont aussi validé 20 pull requests de notre partenaire OCLC durant donc, le premier trimestre. Création et mise à jour de 25 parseurs par nos collègues Karen, Justin et Sean. Donc, le travail suit son cours de manière très régulière. Donc, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et puis, on va faire un point maintenant sur les plateformes Omeka
et les plateformes d'Oranum. Donc, Omeka, on vous en parle déjà depuis plusieurs sprints. Ce sont donc un logiciel qui est développé par une équipe aliniste et qui permet de valoriser donc, des données de recherche au grand public, des données qui ne pourraient pas être accessibles. Et donc, actuellement, l'équipe Omeka ont mis en production, donc accessible depuis l'extérieur, à 11 plateformes. Donc, c'est vraiment un très beau travail. Et du coup, eh bien, on s'est associé avec cette équipe pour faire les données d'usage avec l'utilisation d'EasyParse et la suite logicielle, donc avec l'intégration dans EasyMesure. Donc, là, le travail qui consistait donc à mettre en production, ben, c'est un travail que Léo a fait avec Julien Franck de l'équipe de prod. Donc, établir les prédéfinis pour que Julien puisse mettre en production et gérer des scripts pour pouvoir eh bien, générer tous les jours donc, les logs et le traitement dans EasyParse et l'intégration, le chargement direct dans EasyMesure. On en parlera après avec l'espace Omeka qu'on a mis en place ensuite. Pour la plateforme d'Oranum, donc le travail commence. Là, on est plus au début du travail puisque on a eu plusieurs réunions avec l'équipe. Donc, bien les intervenants, c'est à nouveau Julien de l'équipe prod et puis Claire Ries et Philippe Lourneret. Donc, il a été décidé, donc l'équipe d'Oranum a décidé d'ajouter les DOI qui sont présents dans les ressources de la plateforme dans les URL pour pouvoir ensuite donc, créer un parseur et utiliser ce DOI en interrogeant l'API DataSite. Donc, le travail est en cours par l'équipe et puis Julien de son côté eh bien, collecte les logs et donc les met dans des fichiers dans les data archives qui permettront ensuite donc, de les traiter. Donc, en juin, on a prévu, donc, suite au travail que font Claire et Philippe, de créer le parseur d'Oranum et de travailler sur un middleware aussi qui interrogera DataSite. Et je vais laisser la parole maintenant à Dom qui va justement parler de la partie production. Ça va mieux si je remets mon micro. Oui, c'est juste pour signaler que on a bien collaboré une fois de plus au cours de ce sprint, à la fois avec Julien, comme tu l'as évoqué, en particulier pour la mise à disposition des logs de type Omeka. Hein, donc, pour rappel, en fait, on a en fait, les applications sont pas forcément toutes sur la même machine, hein, bien sûr. Elles sont localisées chacune sur leur machine. Quand on veut traiter les logs, on les traite pas sur les machines sur lesquelles sont développés les applicatifs. Il faut les rapatrier. Donc, on les rapatrie sur un espèce de serveur où sont centralisés les logs et où on exécute les traitements EasyParse. Et donc, tout ça, ça se fait grâce à des scripts qui ont été mis en place par Julien. Et donc, il a intégré le rapatriement des logs, le traitement EasyParse et le chargement automatique dans EasyMesure. Ça se fait de façon quotidienne et on a des comptes rendus de traitement. Je l'évoquais tout à l'heure aussi, tenir compte des remarques qu'on peut avoir en fonction des retours des plateformes lors du moissonnage. On a dû faire des adaptations, en fait, des requêtes qui sont faites sur les plateformes éditeurs. Parce que on peut faire tous les tests qu'on veut, mais quand on passe en dimension réelle, on a des choses on remarque des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Puis il y a des comportements qui sont aussi propres à certaines plateformes. Et donc du coup, on a été obligé de modifier le code en cours de sprint et donc de faire des patchs. Et donc Florence a repris le flambeau de Laurent et ça se passe relativement bien puisque on peut noter que une mise en prod, on les fait généralement les jeudis matins, ça prend 8 minutes environ et ça se passe très bien. Donc merci à Julien, merci à Florence. À noter aussi qu'il y a eu des choses qui ont été faites sur le parseur Istex. On en avait parlé la dernière fois, et donc suite à ces modifications de parseur, ça a donné lieu à des retraitements Istex. Et donc on retraite, on regarde les résultats, et si éventuellement il y a des adaptations à faire, on repasse le traitement.
toujours grâce au fait qu'on a un serveur de log centralisé, donc on a les logs à disposition. Mais vu les volumes considérés pour Istex, c'est quelque chose qui est quand même relativement lourd à faire, et donc c'est Julien qui suit ces retraitements. Voilà. Et puis donc maintenant, c'est EZ-Meta avec Xavier. Donc EZ-Meta aujourd'hui, ce sera surtout EasyHLM. Et EasyHLM, pour rappel, c'est un outil que l'on développe en parallèle d'un outil de signalement de notice pour BIP-CNRS qui s'appelle HLM, Holdings Library Management. Et cet outil, ce service, c'est un service de data visualisation des notices qui a pour finalité, pour l'équipe négociation, de faciliter le contrôle qualité du signalement documentaire. Donc c'est la même technologie que EasyMeasure, Elastic et Kibana, mais appliquée à des données différentes, des notices et non plus des usages. Donc au cours de ce sprint 57, c'est la commande de mise à jour automatique de l'index qui contient les données EasyHLM qui a été faite par Léo. L'objectif de cette commande qui devait être développée, c'était la prise en compte automatique des changements survenus dans la semaine dans les notices de BIP-CNRS. Donc, les ajouts, des modifications, des suppressions de notices. Ces changements, ils peuvent être ou bien opérés par nous, INIST, négociation, dans l'outil justement qui s'appelle HLM, quand nous modifions des choses, ou les changements opérés par les fournisseurs au niveau de la base de connaissances d'EBSCO. Voilà, un éditeur peut demander à changer des choses dans les notices qui sont signalées, indexées par EBSCO, et donc on reçoit aussi ces modifications et on doit les prendre en compte au niveau de l'index. Ça, c'était la première partie, et l'autre partie de la commande, elle doit faire en sorte que les notices mises à jour dans l'index soit aussi complète que les notices chargées à l'initialisation. En termes, donc, il faut une uniformité, une conformité des données entre d'une étape à l'autre, initialisation, ce qui avait été fait lors de précédents sprints, et cette fois-ci, mise à jour. Donc, sans rentrer dans les détails, que nous dit le schéma que vous avez sous les yeux? Alors, il se lit de la droite vers la gauche. Vous avez un start et un end de part et d'autre du schéma. Donc, cette commande, elle fait appel à plusieurs services d'EBSCO parce que nous avons besoin de plusieurs services pour réaliser cette mise à jour, pour collecter les données de mise à jour. Donc, on a en particulier deux grands services, l'un en jaune, l'un en bleu. Et au fur et à mesure du circuit, ils vont se réunir, se réconcilier dans un index. C'est là où vous voyez la bulle verte, jaune plus bleu égale vert. Donc les données, non seulement elles sont pas du même service, elles ne proviennent pas du même service, mais elles ne sont pas livrées dans le même format ni dans la même structure. Pour le service en jaune, on est sur du XML au format marque, et ce sont les données justement de les mises à jour que l'on reçoit, que l'on doit faire prendre en compte par la commande, les mises à jour hebdomadaires. Ensuite, au niveau de la bulle bleue, c'est une API, et cette API, une partie des requêtes nous retourne des données JSON au format KBART, et une autre partie des requêtes nous retourne des données là aussi en JSON, mais dans un format propriétaire d'EBSCO. Donc on a trois canaux à agréger, à réconcilier, à aligner. Donc c'est un éclatement et une hétérogénéité qui explique pourquoi il y a tant d'étapes, et c'était pas du tout un processus de mise à jour simple à programmer. Donc bravo à Léo et un grand merci à lui. Sur la slide suivante, on peut voir aussi que Léo a travaillé également pour la mise en place de rapports de traitement pour vérifier que les mises à jour se sont déroulées correctement. Il a suivi la même logique que pour les rapports Easy in Paywall, c'est-à-dire des fichiers JSON qui contiennent des informations sur le traitement global de niveau macro, ainsi que sur chaque étape du traitement de façon plus micro. Combien de notices ont été créées, éditées, etc. Mais aussi, est-ce que le traitement a été interrompu, et si oui, à quel endroit? Et ça, c'est un point qui est très important parce que l'API que l'on appelle, que l'on interroge, fixe une limite de 30 000 requêtes par jour. Et donc, une interruption
peut survenir si la commande atteint ce plafond. Et le rapport, il a son utilité dans le sens où s'il nous dit où a eu lieu l'interruption, il permet à la commande de savoir où reprendre le traitement le lendemain pour terminer le processus. Donc, en quelques mots, c'est des types de rapports qui sont parlants à la fois pour une machine et pour un humain. Et au global, on s'approche de plus en plus d'une forme finale. Les prochaines étapes, ça va être régler quelques finitions, mais surtout faire une demande de machine pour le déploiement en pré-prod et en prod. Et surtout aussi le passage, un passage en échelle de 1 compte, pour l'instant, sur lequel nous travaillons, à 10, puisque BIP CNRS, c'est 10 comptes HLM. Donc avant de conclure, si ce service suscite votre intérêt et fait écho à un besoin potentiel pour votre établissement, je réitère l'invitation. Rendez-vous au JABES les 21 et 22 juin à Montpellier. Sinon, par mail ou par visio, ça marche aussi, il ne faut pas hésiter. Merci Xavier. On va passer à la partie EasyMesure. Et on va passer justement aux mails qui ont été créés par Léo. Ces fameux mails qui vont nous aider aussi bien au niveau des correspondants qu'au niveau de l'administration d'EasyMesure. Ce mail, lors de l'inscription d'un collègue dans EasyMesure, eh bien, les correspondants rattachés à l'établissement de ce collègue reçoivent un mail maintenant pour prévenir que cette personne s'est inscrite dans EasyMesure et que donc il faut aller dans l'interface de la gestion des membres pour pouvoir lui attribuer le rôle de lecture ou écriture. Par exemple, à l'INIST, dès qu'un collègue de l'INIST s'inscrit, eh bien, tous les correspondants de l'INIST, que ce soit les correspondants ISTEX ou les correspondants de BIP CNRS, reçoivent l'information et puis chacun, en fonction de l'usage que la personne va faire des tableaux de bord, eh bien, peut lui attribuer des droits en lecture ou en écriture. Par rapport aux correspondants, alors les correspondants pour tous les nouveaux établissements qui s'inscrivent, et notamment par rapport à la partie EasyCounter, eh bien maintenant le correspondant qui est désigné dans son établissement reçoit aussi une confirmation comme quoi il est bien correspondant de son établissement et tout ça peut justement accélérer les choses et nous permettre aussi eh bien d'aller un petit peu plus vite dans tout le processus pour arriver au formulaire Sushi. Dernier mail qui a été mis en place, c'est la validation justement d'un établissement suite à la mise à jour de la fiche établissement du correspondant. Eh bien, pareil, ce message est envoyé automatiquement et permet maintenant de un petit peu de nous décharger de mails que nous faisons, Thomas et moi, de façon manuelle. Et donc, c'est un gain de temps par rapport justement à la quantité d'établissements qui sont inscrits depuis l'année dernière dans EasyMesure, puisque je rappelle, on est passé de 80 établissements à 124 à ce jour. Alors, on parlait tout à l'heure de Omeka depuis justement le tout début, l'analyse de la plateforme Omeka avec ses 11 plateformes distinctes. Et puis, on en arrive maintenant à la création de l'espace Omeka, puisque les données les logs qui ont été traités dans EasyParse ont été chargés dans EasyMesure. Et on a créé cet espace dédié Omeka avec pour correspondant de cet espace, eh bien, ce sera Bernard Sampité et puis Nathalie Frick, qui auront une petite formation au mois de juin qui est organisée là prochainement. Et donc, ils vont pouvoir prendre en main ce tableau de bord que je leur ai mis en place, un tableau qui permet d'afficher plusieurs choses, d'afficher notamment eh bien, l'histogramme des consultations. Et puis, on a pu charger aussi des données depuis le mois de février jusqu'à maintenant, puisque les données sont chargées tous les jours. Et on a une visualisation qui permet aussi de voir, et ça, c'est une demande, c'est une demande qui est intéressante pour l'équipe Omeka, c'est de voir justement l'usage à la fois des robots qui passent sur les sites Omeka, notamment pour le référencement,
et puis l'usage par les personnes humaines. Donc, c'est pour ça qu'on a fait deux types de tableaux, le tableau avec les robots et le tableau sans les robots. Voilà, donc on était avec les robots à 2 millions, un peu plus de 2 millions d'accès, et sans les robots, on est à 700 000 accès, donc un tiers en consultation humaine. Et puis, donc, dans l'analyse d'analogiste, on avait détaillé trois types de consultations, des recherches, des sommaires et puis des références. Voilà. Et puis, le tableau général permet de distinguer les 11 plateformes Omeka. Et puis, grâce au middleware que Léo a créé, on a pu interroger l'identifiant ARC qui est présent dans l'URL sur les API d'Omeka et pouvoir connaître eh bien, l'identité de la référence consultée. Voilà, donc l'espace Omeka, eh bien, il est ouvert maintenant à l'équipe Omeka. Il y a 11 tableaux de bord déclinés pour les 11 plateformes, 11 tableaux donc, avec les consultations sans les robots, qui seront ensuite destinés pour les laboratoires. Il y aura la possibilité donc, de créer des tâches de reporting pour envoyer des tableaux de bord en version PDF de façon périodique. Donc après, ça sera déterminé par l'équipe Omeka. Et puis, au niveau interne, l'équipe eh bien, aussi enverra un tableau donc à la direction de l'INIST, justement pour voir l'évolution des consultations eh bien, de façon mensuelle ou trimestrielle. Ça sera déterminé. Voilà ce que je pouvais dire sur le tableau de bord Omeka. Alors, il sera aussi présenté à la Sprint Review Omeka qui aura lieu le 2 juin, donc très prochainement. Et je me ferai un plaisir à nouveau de le présenter puisque l'équipe m'a invité pour cette sprint. Et là, je vais laisser la parole maintenant à la grosse partie donc, au thème de la sprint à Dominique, justement, pour nous parler de la vague de moissonnage et comment ça se passe. Oui, merci Fred. Oui, il m'a paru intéressant de vous expliquer comment se passe une vague de moissonnage pour que vous compreniez pourquoi c'est pas forcément aussi rapide que peut-être vous l'espériez. Parce qu'en fait, on essaye de procéder par étapes. Donc, j'ai parlé de campagne, donc campagne de saisie des informations sushi. On est vraiment à fond dans cette campagne de saisie et on a commencé la campagne de moissonnage. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez donc créé une fiche établissement et via l'interface EasyMesure, vous êtes déclaré dans EasyMesure et vous avez commencé à déclarer des points d'accès sushi. Donc, vous avez choisi une plateforme, vous avez mis vos identifiants et vous avez testé pour savoir si la plateforme fonctionnait avec vos identifiants, enfin le contact avec la plateforme fonctionnait avec vos identifiants ou pas. Donc là, ça, c'est vous qui êtes intervenu. Ensuite, nous, régulièrement, comme l'a évoqué Fred, on constitue une matrice de saisie des informations sushi parce qu'en fait, on ne connaît pas toutes les plateformes, même si on sait, on va les chercher, elles sont référencées dans le registre eCounter, etc. On sait quelles sont les conditions pour les interroger, mais on ne les connaît pas toutes et on a très vite remarqué que elles ne fonctionnent pas forcément toutes de la même façon. Et donc, il se peut que quand vous saisissez vos informations sushi, quand on fait le test pour savoir si ça se connecte bien ou pas, ce test, il peut être vert ou il peut être rouge, mais il peut être rouge pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est que le test ne marche pas pour toute la plateforme. Et donc, la matrice de saisie est intéressante dans le sens où si jamais pour tout le monde c'est rouge, ça veut dire que c'est la plateforme qui n'est pas bonne, enfin qui ne répond pas au test. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne pourra pas la moissonner, ça veut juste dire que le test de connexion tel qu'il est défini dans la norme, le protocole sushi, n'est pas implémenté correctement au niveau de la plateforme, ou n'est pas implémenté du tout. Et donc, du coup, ça vous aide à savoir si il faut insister ou pas insister pour les informations sushi. Ensuite, la saisie, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est le moissonnage. Sauf que on peut pas moissonner tout le temps pour tout le monde et donc on va procéder par campagne et donc pour commencer la campagne de moissonnage, on sélectionne un certain nombre d'établissements, ceux qui sont en avance sur la saisie de leurs identifiants et ceux pour lesquels il y a beaucoup de plateformes qui sont vertes et donc
à la lecture de la matrice, je présélectionne en fait un certain nombre d'établissements et je leur propose de faire partie de cette campagne. Donc, il y a eu une présélection de 14 établissements pour la première vague. Et puis, j'ai envoyé aussi des mails pour 35 établissements pour la deuxième vague. Donc, vous recevez un mail qui vous propose d'être candidat pour une vague. Et dans ce mail, je vous précise que l'idée, c'est de terminer en fait la saisie de vos identifiants sushi et de me dire, ben voilà, j'ai saisi tous les identifiants sushi des plateformes que je souhaite qu'on moissonne pour moi. Et OK, pour moi, j'arrête de saisir des identifiants et de toute façon, sinon, après, ils ne seraient pas moissonnés. Donc, suite à votre réponse, je vous intègre dans la vague et là, on lance la vague. Et donc là, on arrive dans l'étape 8 qui est le moissonnage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moissonnage? Ben, en fait, il y a un certain nombre d'établissements qui sont concernés par cette vague de moissonnage et pour chaque établissement, il y a un certain nombre de endpoints qui vont être moissonnés. Pour chaque endpoint, on a décidé de moissonner les quatre master reports systématiquement, même si potentiellement la plateforme n'opère pas ce master report, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est compliqué d'avoir une idée préalable de quel master report est capable de proposer la plateforme. Donc, systématiquement, on va demander les master reports et si jamais la plateforme n'est pas capable de répondre, eh ben, elle nous fera une erreur. Et donc, du coup, pour chacun des quatre, pour chaque endpoint de l'établissement et pour chaque établissement, on va moissonner. Qu'est-ce que c'est qu'un moissonnage? C'est on télécharge un rapport qu'on espère en JSON, donc du coup, on contrôle que ce rapport JSON est bien conforme au champ qu'il doit contenir. Si le contrôle est bon, on insère dans un index élastique dédié donc aux données d'usage. Sauf que pour certaines grosses plateformes, par exemple Elsevier, quand on fait une requête, eh ben, c'est prévu dans le protocole de dire, ben voilà, bon, ok, tu m'as demandé un rapport TR pour tout 2021, mais c'est quelque chose qui est long à produire, et donc du coup, reviens plus tard, voir si le rapport est disponible. Et donc du coup, on a un certain nombre de master reports qui vont être delayed, et donc du coup, qui vont demander à être on va devoir reposer la question pour savoir s'il est disponible. Et puis, il y a d'autres cas aussi. Il y a le cas, en fait, quand l'abonnement est en cours ou c'est terminé en cours d'année, eh ben, la plateforme peut nous répondre « Ah, là, c'est hors période, tu m'as demandé tout 2021, mais je ne l'ai pas. » Alors, deux cas de figure. Soit la plateforme dit je te renvoie quand même ce que j'ai de disponible pour la période en question, ou alors elle nous dit revenez en précisant les dates disponibles, et moi, ce que j'ai de disponible, c'est ça, de cette date-là à cette date-là. Donc voilà, donc ça demande aussi de revenir. Donc tout ça, il faut que ça soit contrôlé. Et donc du coup, ça demande un suivi et c'est ça qui prend du temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'on procède par vague. Ensuite, ce qui vous intéresse, c'est la mise à disposition des données d'usage. Et là, en fait, ça se fait par la création d'espaces qu'on vous ouvre. Et donc, on vous crée un espace publisher. Dans cet espace publisher, on va créer ce qu'on appelle un index pattern qui va être basé sur l'index où sont indexées les données. Et puis, on va importer dans cet espace des dashboards génériques, dont a parlé Fred tout à l'heure, qui vont vous permettre d'avoir une vue sur vos données. Et on met à jour les rôles qui sont dédiés pour l'établissement, à la fois les rôles qui donnent accès à tout, donc à la modification des dashboards, à la création de nouvelles visualisations, et puis le rôle read-only pour les utilisateurs qui n'ont qu'un droit de consultation dans cet espace. On vérifie que l'espace est correct, et puis on vous avertit que l'espace est disponible. Et on compte sur vous pour nous faire des retours sur est-ce que c'est bien disponible pour vous, est-ce que c'est bien ce à quoi vous vous attendiez, parce qu'en fait, il se peut que par rapport à certains endpoints qui étaient verts, vous ne voyez pas les données, pourquoi? Donc, on attend de votre part un retour pour nous avertir si jamais il y a des choses à faire. Voilà, donc c'est un processus assez long. Il était assez difficile de savoir comment vous retournez l'information par rapport au fait qu'un endpoint ne marche ou pas, et donc ça se fait via l'interface qui vous permet de saisir les informations sushi.
Et donc, du coup, vous reconnaissez cette interface pour ceux qui ont déjà rempli des informations Sushi pour des endpoints. Vous avez donc une liste de endpoints. Et comme on va pour chacun de ces endpoints systématiquement interroger les 4 rapports TR, PR, DR, IR, on n'affiche pas les 4 possibilités pour tous les endpoints, on affiche que la dernière possibilité. Et donc, du coup, ce que vous voyez, c'est le dernier import avec le dernier type de master report qui a été importé. Et vous pouvez cliquer sur le petit icône qui dit quel était le dernier état d'import. Et là, vous avez accès à la liste de tous les moissonnages qui ont été faits. Et donc, du coup, que ce soit les DR, les TR, vous allez les retrouver dans la liste. Et c'est là aussi que vous allez voir si, pour le TR, ça s'est bien passé, mais par contre, pour le DR, ça s'est pas bien passé. Alors, c'est peut-être normal parce que la plateforme ne produit pas ce type de rapport. D'accord ? Donc là, vous avez le détail, vous avez les logs carrément. Donc la lecture des logs n'est pas toujours facile, mais on a essayé de capter au maximum les codes d'erreur et les messages pour que ça soit clair, pour que le message soit parlant. Voilà. Donc c'est un peu complexe, mais bon, c'est nécessaire pour pouvoir faire un suivi de tous ces moissonnages. Alors, on a eu des questions lors des retours de la première vague sur, oui, quels sont les types de master reports qui sont proposés par chacune des plateformes. Donc, on pourrait le savoir en allant demander aux plateformes, mais on peut aussi le savoir en regardant le résultat, en fait, de ce que retournent les plateformes. Et c'est ce que permet de faire ce dashboard qui est un petit peu complexe, qui a été fait par Xavier, qui est très pratique et qui, en fait, nous permet de savoir donc là, on voit en bas qu'il y a la période, tous les mois de l'année 2021, et puis pour chacun des endpoints, en fait, on voit en fait le nombre de types de rapports disponibles, et donc plus c'est foncé et plus il y a de master reports disponibles. Donc quand c'est très vert foncé, ça veut dire que les 4 master reports sont disponibles, et si c'est blanc, c'est qu'il n'y en a pas, et si c'est clair, c'est qu'il n'y en a qu'un. Et on voit que selon les périodes, il y aura un master report disponible. Alors, s'il n'y a pas de master report, c'est pas forcément une erreur, c'est potentiellement parce que c'est hors période ou c'est parce qu'il n'y a pas de données d'usage. Donc là, vous voyez quelque chose qui correspond au cas d'usage BIP CNRS. Voilà, donc ça c'est un... Alors ce dashboard là aussi, il y a une autre question, c'est que quand on interroge, pour ceux qui connaissent un peu Sushi et Counter 5, quand on interroge les plateformes, on va leur demander des types de rapports, et ces types de rapports, ils envoient en fait des informations par défaut, mais on peut leur demander des attributs supplémentaires. Et donc, systématiquement, on demande un certain nombre d'attributs supplémentaires, en particulier l'année de publication et d'autres choses. Et donc, certains endpoints les retournent ou pas. Et donc là, ce dashboard permet de voir, selon les endpoints, une fois de plus, et selon les rapports, les types de rapports, quels sont les attributs en fait qui sont renvoyés ou pas par les plateformes, parce que ça peut avoir un impact sur la lecture des chiffres de consultation. Donc là encore, c'est le cas d'usage BIP CNRS, et on est en train de creuser parce que pour voir, vous voyez le rectangle rouge, là, on a pas mal de plateformes qui ne renvoient pas d'attributs, et en fait, on nous a fait remarquer lors des retours que pourtant, quand on va télécharger manuellement ces rapports, on a les attributs. Et on est en train de s'apercevoir que pour au moins une plateforme, il y a un problème en fait d'implémentation du protocole. Normalement, les attributs, quand on en demande plusieurs dans la requête, le séparateur c'est un slash, et là, en fait, le séparateur qui est attendu par les plateformes en question, c'est une virgule. Et donc, du coup, elles ne comprennent pas la question quand on leur pose avec ce qui est dit par la norme. Donc, on va probablement devoir adapter ça pour pouvoir avoir tous les attributs pour les plateformes en question. Et là encore, ça dépend aussi des types de rapports. Voilà, donc c'est pour que vous ayez en fait une idée de la complexité que ça peut représenter, sachant qu'on a quand même 250 établissements cibles avec environ 250 plateformes cibles. Donc ça vous donne une idée de la matrice et 4 types de rapports. Quelques chiffres.
Sur 10 000 requêtes, on en a 60% environ qui se terminent correctement, mais une requête bien terminée, ça peut aussi potentiellement vouloir dire je n'ai pas de données. Il y en a par contre 37% qui se terminent en erreur, mais c'est un peu comment dire, surévaluer les erreurs dans le sens où, comme systématiquement, pour chaque type de master, pour chaque endpoint, on va demander tous les types de master reports, quand la plateforme ne propose pas ce master report, elle va potentiellement envoyer une erreur. Pas toujours, mais souvent elle renvoie une erreur. Et puis les delayed, donc ceux pour lesquels il faut revenir plus tard, ça représente 4% des requêtes à peu près. Donc là, actuellement, on a moissonné pour 34 établissements. Bon, il n'y a que 14 espaces disponibles dans la vague 1. Je vais sûrement, peut-être aujourd'hui ou au début de semaine prochaine, commencer à ouvrir les espaces pour la vague 2, ceux que j'ai commencé à moissonner. J'en ai moissonné à peu près la moitié. Ça représente 125 endpoints, et puis ça représente plus de 30 heures de moissonnage en temps cumulé, hein, c'est-à-dire sans la machine, elle travaille tout le temps. Et puis donc ça représente 2300, plus de 2300 rapports TR, un peu moins de PR, encore un peu moins d'IR, et puis 833 database report. Voilà. Pourquoi? Pour ça, en fait, pour le dashboard qui vous permet de visualiser vos données d'usage éditeur. Donc, Fred vous a déjà montré à quoi ça peut ressembler. Il a fait, donc, on envoie un mail au correspondant pour vous prévenir quand cet espace est disponible, dans lequel vous pourrez trouver les dashboards génériques. Donc, pour l'instant, il y a un dashboard générique pour les TR, mais on mettra des dashboards génériques pour les autres types de master reports au fur et à mesure qu'on les aura élaborés, parce qu'on est donc en contact avec chaque partenaire des vagues, donc ils nous font des retours par rapport à qu'est-ce qui est mieux ou pas à afficher dans les dashboards génériques. Et puis, il y a des webinaires explicatifs qui seront organisés et puis qui seront animés par Fred, auxquels on vous proposera de vous inscrire pour vous expliquer en fait, de quoi il retourne, quelles informations vous disposez dans les dashboards, de quoi il faut se méfier quand qu'est-ce qu'il faut faire sélectionner pour ne pas mélanger en fait tous les indicateurs et avoir une lecture comment dire appropriée de tous les chiffres qui sont disponibles dans le dashboard. Voilà ce que je voulais dire, c'était un petit peu dense. Donc, comme l'a dit Fred, il y a un article de blog qui reprend un peu ce que je viens de dire là, qui vous permet de le lire à tête reposée. Et aussi un autre message que je veux faire passer. Donc, je me sers de la matrice pour présélectionner les établissements qui ont saisi leurs informations Sushi. Mais si vous savez pertinemment que vous avez fini de saisir vos informations Sushi et que vous ne faites pas encore partie, je ne vous ai pas proposé de faire partie d'une vague, vous pouvez écrire à l'équipe ou m'écrire en me disant voilà, j'ai fini de saisir mes informations Sushi, je souhaiterais faire partie de la vague en cours, et à ce moment-là, je vous envoie un mail et vous ferez partie de la vague et vous serez moissonné et donc vous aurez vos données d'usage. Merci Dom pour toutes tes explications. On va passer, on est à la fin de cette sprint, on va passer au prochain rendez-vous. Donc la dernière sprint review de la saison aura lieu donc le lundi 20 juin 2022 de 10h30 à 11h30 en distanciel avec un lien Zoom. Les prochaines réunions GTI organisées par Jacqueline Gillet et Thomas Porquet, c'est le 25 mai en distanciel et le 30 juin en présentiel à Paris. Xavier en a parlé tout à l'heure, il y a les journées de la baisse le 21 et le 22 juin à Montpellier au Quorum. Et Xavier, il sera présent le 21 juin pour présenter le poster à 17h30. Voilà. Au niveau des formations, les supports mutualisés vont reprendre au mois de juin. Ils sont déjà complets puisque vous êtes vraiment très nombreux à vous y inscrire. On a organisé 2 supports mutualisés de 2 heures chacun qui vont permettre de prendre en main les tableaux de bord à la fois EasyParse et Sushi Counter 5, puisque la technologie Kibana est la même pour les deux. Donc, c'est intéressant de voir les deux types de tableaux et comment les filtrer.
comment les dupliquer. Enfin, c'est des choses qu'on va vous montrer pendant ces supports. Voilà, donc le 13 juin, le 27 juin, c'est déjà complet, mais on va organiser quelques supports début juillet, avant les grandes vacances, pour que vous puissiez, ceux qui font partie de la deuxième vague, et comme il y a quand même plus de 35 établissements, vous pourrez avoir des informations complémentaires pour vous aider à prendre en main vos tableaux de bord pendant les vacances. Et voilà, on vous remercie.